Le temps de l'Exode. Nous entrons dans l'histoire d'un peuple. Le récit de l'Exode, qui nous est donné dans la Bible, dans plusieurs livres, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on peut prolonger avec Josué et Juges, doit cependant être élagué, décanté. Pourquoi ? Parce que nous allons comprendre assez rapidement qu'il a été théologisé. Si vous voulez, réécrit, résumé, interprété. Mais en décantant le récit, on retrouve les fondements historiques. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que je vais vous donner plusieurs exemples. L'archéologie n'a jamais trouvé la trace de 600 000 Hébreux traversant le Sinaï, ni 10 000. Pas non plus dans les hautes terres. On trouve dans les hautes terres la trace d'un habitat clairsemé, pouvant représenter quelques milliers d'habitants. Ensuite, les paroles de Moïse reflètent différentes époques. Ensuite, ce que Dieu dit à Moïse concernant le temple et le culte, en Exode, chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, a très certainement été écrit longtemps après. Et on sait même qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans la Septante grecque, nous avons encore des remaniements du texte. Les sections ne sont pas dans le même ordre. Si le texte n'est donc pas fixé au IIIe siècle avant Jésus-Christ, s'il a encore quelques petits changements, il n'était pas du tout fixé au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ceci étant dit, nous allons nous poser quelques questions. Y a-t-il eu des Hébreux en Canaan autour de l'an 1350 ? C'est probable. Y a-t-il eu une sortie d'Égypte au temps de Ramsès II ? C'est probable. Y a-t-il eu une invasion brutale de Canaan ? Certainement pas. Y a-t-il eu un peuple bien constitué ? Certainement pas non plus. Mais cependant, on peut repérer une identité religieuse. Y a-t-il eu des Hébreux en Canaan autour de l'an 1350 avant Jésus-Christ ? Bien, figurez-vous que très probablement oui. Alors comment le sait-on ? Eh bien, par l'archéologie, on a retrouvé dans l'endroit des fouilles égyptiennes de Tel El Amarna, c'est un lieu fondé par le pharaon Amenophis IV qu'on appelle Akhenaton, qui a vécu en 1353-1338, on a retrouvé des tablettes avec des lettres internationales. Et certaines de ces lettres viennent tout simplement du roi de Jérusalem, Yerushalim. Ce roi s'appelait Abdi Kepa. Qu'est-ce qu'il dit, ce roi ? Il demande de l'aide, parce qu'il y a des chéchous qui assiègent la ville. On peut faire la correspondance avec le premier livre des Juges, chapitre 1, verset 8, où les Hébreux auraient provisoirement saisi et conquis Jérusalem, qui était alors une petite ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre ? Eh bien, que les archéologues reconnaissent qu'à cette époque, il y a eu une transition culturelle importante dans les hautes terres de Canaan, c'est-à-dire la région de Juda et un peu de Samarie. Une transition à reculons, c'est-à-dire vers un état plus archaïque, plus nomade. Tout se passe comme s'il y a eu effectivement des colons israélites qui auraient chassé les habitants du lieu et qui auraient répandu leur mode de vie nomade. Et alors on voit encore un habitat en forme ovale, c'est-à-dire comme les tentes des bergers se mettent sur un ovale formant un enclos au milieu duquel
on peut placer le troupeau pendant la nuit. De même, on retrouve la trace de maisons en pierre, mais qui gardent la même disposition, en ovale, formant un enclos, de quoi protéger le troupeau pendant la nuit. Et on trouve aussi des petites meules, des petits réservoirs de grains, donc une petite agriculture. Les bergers ne mangent pas que de la viande et des laitages, ils ont besoin aussi un peu de céréales, là où ils sont, ils cultivent un peu. Alors cette transition culturelle n'a pas eu lieu sur la côte. Là, il y avait toujours des cités-États cananéennes sous domination égyptienne, beaucoup plus développées. Mais nous avons la région des Hautes Terres, où probablement on peut dire ce sont les premiers Hébreux. Une sortie d'Égypte au temps de Ramsès II, vers 1250 avant Jésus-Christ? Probablement oui. Le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 11, nous parle des chefs de corvée imposés à Israël pour bâtir les villes entrepôts de Pintom et de Ramsès. Or, la ville de Pi-Ramsès fut construite au temps de Ramsès II, qui régna de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Et les documents égyptiens parlent de Sémites qui participèrent à la construction de ces villes. Des Sémites, c'est-à-dire des gens provenant de Canaan, sans préciser si c'est des plaines ou des hautes terres. Donc voilà donc l'indication des Hébreux travaillant en construction en Égypte. Alors, ont-ils été chassés? Dans quelles circonstances? Reprenez un peu l'histoire de l'Égypte. Il y a eu, donc, au temps du patriarche Joseph, ces pharaons Hyksos. Mais pour les Égyptiens, c'était des immigrés. Et assez vite, les Égyptiens ne les ont pas appréciés. Donc, par la suite, ils ont voulu contrôler l'immigration pour qu'il y ait moins de gens provenant justement de Canaan et qu'on n'ait plus le risque d'avoir un pharaon Hyksos. Plus proche de Moïse, il y a donc eu le pharaon Aménophis IV, là où il y a les foules de Tel Amarna. Lui, il était laxiste, très laxiste. Et après lui, on a resserré les boulons et on a été davantage sévère. Ramsès II était un pharaon sévère. Il mettait des postes de frontières avec des militaires. Alors, y a-t-il eu une persécution? Probablement, par Ramsès II, d'où l'histoire de Moïse enfant. Ce contrôle des natalités. Évidemment, ils n'avaient pas la pilule, alors ils mettaient à mort les enfants nouveau-nés. Ce contrôle des natalités, c'est une politique contre les immigrés. L'histoire de Moïse s'inscrit dans ce contexte. Alors l'expulsion aurait eu lieu avec Minepta. Il aurait laissé fuir les Hébreux, ou il les aurait un peu chassés. Voilà, donc on a un contexte tout à fait plausible pour l'histoire de Moïse. Y a-t-il eu une invasion brutale de Canaan par les Hébreux? Nous allons voir non. Canaan avait de riches cités-États qui se sont développées au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, entre l'an 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, et puis qui ont décliné vers l'an 1250-1150 avant Jésus-Christ, pour finir dans une destruction brutale. Alors on peut se dire, mais cette destruction brutale aux alentours de l'an 1200, voilà. Ce sont les Hébreux qui sortent d'Égypte et qui, avec Josué, font une conquête très victorieuse et quasi miraculeuse. Qu'en est-il? Eh bien, ce que ne dit pas la Bible, c'est qu'à cette époque-là,
l'empire hittite et l'empire égyptien s'affrontèrent violemment. Et notamment, ces deux empires convoitaient la bande côtière qui va de Gaza au Liban et où l'on circule très facilement. Et donc, quand ces deux empires se sont affrontés, notamment à Kadesh, il n'y a pas eu de victoire décisive, aussi bien l'Égypte que les Hittites revendiquent la victoire, mais il y a eu une ruine générale. Un effondrement économique. Une crise économique qui a ensuite provoqué des soulèvements sociaux, des guerres civiles, des petites guerres d'une cité à l'autre. Et c'est alors, dans ce contexte-là, que les cités de la bande côtière de Canaan sont détruites les unes après les autres, mais pas par les Hébreux. Elles s'autodétruisent, ou elles ont une perte de population importante. Voilà le contexte. On voit que les villes comme Assor, Aphek, Lachish et Megiddo, qui sont nommées comme les rois vaincus par les Israélites commandés par Josué dans la Bible, ont en réalité été détruites à un siècle d'intervalle. Ce qui montre bien que ce n'est pas une conquête fulgurante, mais que ce sont des villes qui sont détruites pour d'autres raisons, et que par la suite, les Israéliens donneront des récits que l'on peut appeler des récits étiologiques pour expliquer les ruines qu'ils voient. Ils voient une ville en ruine, ils disent « Ah bah ce sont nos ancêtres qui ont fait la conquête de cette ville ». En fait, pas du tout. Quelle est la preuve de « pas du tout » ? Eh bien, c'est que les fameux petits villages des hautes terres sont extrêmement modestes. Ils reflètent une population clairsemée incapable de lever une grande armée, incapable d'entrer en conflit contre des cités-États, et surtout il n'y a pas d'armes. On n'a pas retrouvé la trace ni d'épée ni de lance dans ces petits hameaux de montagne. Autrement dit, que ce soit en Samarie ou en Juda, les Hébreux étaient épargnés par les grands événements internationaux. Ils vivaient à l'écart. C'est tout. Alors, une conquête de Canaan et la destruction de villes entières ? Non. Voilà qui nous donne une vision beaucoup plus pacifiste de l'histoire. Les Hébreux étaient pacifistes, ils n'avaient pas d'armement. David, vous verrez, c'était un policier du désert, quelqu'un qui défendait les autres contre les bandes de voyous qui chevauchaient le désert. Voilà. Par contre, plus tard dans l'histoire d'Israël, il y aura des périodes où l'armée sera plus forte, notamment au temps de Josias. Et là, on pourra faire un peu de conquête, ou de reconquête. Mais au temps de la sortie d'Égypte, non. C'est l'archéologie qui nous le dit. Ainsi donc, les récits ont été théologisés. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces récits du livre de Josué, avec ces destructions de villes entières ? Ils veulent nous dire une chose simple. Il ne faut pas se mélanger avec les Cananéens. C'est cela qu'ils veulent nous dire. Ils veulent nous dire, il ne faut pas accepter la moindre trace de rite cananéen. C'est cela tout simplement qu'ils veulent nous dire. Alors, ce personnage de Josué, qui est-il ? Bien, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 17, on nous donne un peu sa généalogie. Et on peut compter 14 générations de Jacob. Alors, vous comprenez bien que lorsque la Bible nous présente Josué comme un contemporain de Moïse, qui lui est à 4 générations de Jacob, c'est pas possible. C'est pas possible. Autrement dit, il n'y a pas eu une sortie d'Égypte suivie d'une conquête avec un certain Josué.
Non. Peut-être il y a eu un Josué, on a vu, bien avant, un siècle avant, en 1350. Là aussi, c'était une entrée tout à fait pacifique, à partir de la Transjordanie. À partir de la Transjordanie, tiens, le souvenir biblique de Josué traversant le Jourdain avec l'Arche d'Alliance. Voilà un souvenir qui peut habiter les mémoires. Et alors toute cette violence du livre de Josué, Josias, ce serait le reflet de la théologie de Josias, qui lui était un militaire et qui lui voulait éliminer de façon drastique tous les cultes cananéens. Voilà une explication sérieuse, plausible, qui n'a pas pour autant détruit toute l'histoire de la période de l'Exode. Est-ce que vous sentez la nuance? On a élagué un peu, on a fait décanter certains passages, mais on n'a pas supprimé, en balayant d'un coup, toute l'histoire de Moïse en disant que c'était de la fumée. Non. Voilà. Y a-t-il eu un peuple bien constitué à cette époque-là, vers 1200? Probablement non, pas du tout. Cependant, un peuple qui avait une certaine identité religieuse, oui. Mais une identité politique, non. Discutons. La première discussion se base sur la stèle de Ménerpa, qui est un pharaon qui avait fait une campagne en Libye. Ménerpa a régné entre 1232 et 1207. À la fin de la stèle, il y a une phrase qui a longtemps été mal traduite. On avait traduit « Yanoam est inexistante ». Il faut plutôt traduire « Yanoam, larmes sont terminées ». On avait traduit « Israël est dévastée, elle n'a plus de semences ». Ourou est devenue la veuve de l'Égypte. Il fallait plutôt traduire « Existant et Issyriar ». Issyriar, ce sont ceux qui sont exilés en hâte à cause de leurs fautes, c'est-à-dire des notables égyptiens exilés à El Armana, la ville du pharaon détesté Akhenaton, détesté parce qu'il était monothéiste, laxiste sur l'immigration, etc. Alors, ces notables égyptiens, ce n'est pas du tout Israël. La stèle ne parle pas d'Israël. Et ensuite, le peuple Ourou n'a plus de semences de céréales et est devenu la veuve de l'Égypte. Et on sait par ailleurs que l'Égypte a effectivement expédié des céréales là-bas du côté des Hittites. C'est tout. Donc on ne va pas aller raconter qu'il y avait un peuple d'Israël, plus ou moins en lien avec Akhenaton, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Par contre, l'archéologie nous montre donc ces petits hameaux de montagne, des petits hameaux de une cinquantaine d'habitants, dans le territoire de Juda et de Samarie, un habitat clairsemé, donc parfois en ovale, comme des enclos de bergers. Et cet habitat n'a pas été bouleversé entre les années, disons, 1250 et 1150. Pas de bouleversement. S'il n'y a pas de bouleversement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une infiltration progressive de Bédouins. Mais ça veut plutôt dire qu'il y a eu des allers-retours en Égypte. Et que c'est une population relativement stable. On part et on revient chez soi. Alors bien sûr, il y en a qui restent un peu plus longtemps en Égypte. Il y en a qui ne partent pas. C'est tout. On a aussi observé, comme on le peut, les traces d'ossements de porc. On en a trouvé dans les villages de la plaine côtière de Canaan ou dans la région de Moab. On n'en a pas trouvé dans les restes auprès des habitations de ces hameaux des hautes terres. Le fait de ne pas manger de porc, c'est donc une séparation des peuples environnants. Et cette séparation par l'alimentation a très certainement aussi une signification religieuse.
une signification religieuse que nous allons expliquer bientôt, et qui a, elle, ses explications dans la Bible. Ainsi donc, nous avons élagué certaines choses dans le Pentateuque, sans pour autant balayer toute l'histoire de l'Exode et toute l'histoire de Moïse comme n'ayant aucune pertinence historique, loin de là. Merci, au revoir.